Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre ce soir pour le webinaire, le traditionnel maintenant webinaire du mercredi. Je suis en compagnie ce soir de Mathieu Serron. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Alors juste avant de démarrer, est-ce que vous pouvez juste nous indiquer que le son est OK de votre côté, du côté des participants? Bon, c'est parfait, je vois déjà les premiers pouces en l'air. Merci. Eh bien, nous allons démarrer. Donc ce webinaire ce soir, alors je ne vais pas vous donner les 3 actions tout de suite. On va garder un peu de suspense. Donc, le titre, hein, 3 actions à détenir en 2026. Donc, Mathieu va nous parler en effet, de 3 actions en particulier. Avant cela, on va parler également de stratégie, de psychologie également un petit peu sur le marché, comment se positionner. Bien sûr, à l'écran, vous avez le traditionnel message d'avertissement donc sur les risques. En sachant que ce soir, la présentation est uniquement à titre pédagogique. Elle n'est pas à considérer, bien sûr, comme un conseil de trading. Même si Mathieu, en effet, se positionne ou va donner un avis hein, sur ces 3 sociétés qu'il va présenter, ce n'est pas à considérer donc purement comme un conseil d'investissement ou de trading. En quelques mots, IG, leader de l'investissement en ligne, donc présent donc en France depuis maintenant plus de 18 ans. Est présent donc, enfin, on existe depuis 1974 dans l'investissement au global. On était spécialisé sur les CFD jusqu'à aujourd'hui en France. Et depuis quelques semaines, nous proposons donc un compte titre avec une particularité, c'est qu'il n'y a pas de frais ni à l'achat ni à la vente. Je vous mettrai d'ailleurs dans le chat tous les liens pour l'ouverture de compte si vous souhaitez donc passer sur le compte titre ou même le tester. Sachez qu'actuellement, il y a une offre spécifique sur le compte titre où vous bénéficiez de 200 € offerts pour l'ouverture donc d'un compte titre. Pour les gens qui regarderont également cette vidéo via YouTube, je vous mettrai bien sûr tous les liens dans la description, sous la vidéo ou en premier commentaire épinglé. Mathieu, je te laisse te présenter en quelques mots. Donc, Mathieu Serron, Galileo Trading. Qu'est-ce que C'est tu bien peux nous en moi. dire? Ouais, bonsoir à tous. Moi, je suis trader, investisseur depuis une vingtaine d'années. Donc, je gère mon argent sur les marchés depuis ce temps-là. J'accompagne au quotidien des particuliers, des professionnels dans leurs investissements, d'où Galileo. Je suis pas seul dans l'aventure, hein, j'ai une équipe avec moi d'anciens traders de salles de marché, d'investisseurs, on va dire plutôt fondamentaux depuis longtemps. Et le but, à travers ces rendez-vous-là, mais à travers tout ce que je fais, c'est vraiment partager avec vous une passion, partager, oui, une expertise, bien évidemment, mais surtout une passion pour les marchés, pour la stratégie. On le verra ce soir, l'investissement, le trading, c'est de la stratégie avant tout. C'est pas avoir des idées géniales tout le temps, ça n'existe pas, mais c'est être cohérent par rapport à ce que l'on souhaite mettre en place. Donc c'est ce que l'on va voir ensemble ce soir. Je passe régulièrement sur BFM également pour partager mon analyse des marchés. Je suis passé ce matin pour parler notamment du CAC, pour parler des Silor, pour parler d'Air Liquide. Et je repasse demain matin pour parler d'options. Sur BFM, il y a une petite chronique options également, donc à 9h30 le jeudi. Et demain, donc, je vais parler options, stratégie options, et notamment proposer quelque chose sur Stellantis, une stratégie que moi j'ai joué et que j'ai proposé à mes clients. Et donc, je vais essayer de développer un petit peu l'idée euh, sur BFM demain, étant donné que moi je travaille beaucoup les dérivés d'indices, les dérivés d'actions, donc les dérivés d'indices, mais notamment les futurs. C'est vrai, moins les CFD, mais plus les futurs, et beaucoup également les options. Donc, c'est les calls, les puts, hein, pour ceux qui ne savent pas trop, ce qui permet de mettre en place voilà, plein de choses. Donc, si vous souhaitez nous rejoindre, même gratuitement, il y a des liens. Là, vous avez un lien sous les yeux, un QR code, même, vous pouvez le flasher, rejoindre Galileo. C'est sur une plateforme Circle, qui est une plateforme donc, d'échange, ouais, de gestion de communauté. Donc, vous pouvez intégrer gratuitement justement cette communauté-là. Et puis après, il y a différents canaux avec des services, des abonnements, hein, tout ça. Mais on aura l'occasion d'en parler si vous avez de l'intérêt. Alors, Christophe, on ne t'entend pas.
Je vois tes lèvres bouger, mais il n'y a pas de son. Toujours pas. Non, ça ne marche pas. Ah. Oula, on t'entend pas bien là, j'ai l'impression. Vas-y. Attends. Vous m'entendre correctement. Parfait, c'est tout bon. Merci. Désolé pour ce petit incident technique. Alors, avant de démarrer, la semaine prochaine également, on organise donc un dernier webinaire pour cette année. Et là, on parlera donc psychologie. Et alors, avec un titre un peu accrocheur, puisqu'on parlera donc du secret des traders perdants avec Maëva Chazal. Puisque côté IG, on observe un petit peu également la manière dont vous tradez, où vous avez l'habitude de trader, où les traders particuliers ont l'habitude de prendre des positions et de gérer des positions. Et ben on vous dira tout ce qu'il ne faut pas faire justement sur les marchés lors de ce webinaire. Mais Mathieu va également en parler là, d'ici quelques instants, notamment sur l'investissement en général. Donc on démarre, Mathieu. Ouais, On part on va partir sur 3 sujets. Donc, le premier, comment bâtir un portefeuille performant sur la durée. On va parler bien sûr des règles justement à suivre. Et puis, donc je ne dis pas encore les valeurs, on va les dire dans quelques instants. On va parler donc de 3 valeurs à détenir, donc selon toi, Mathieu, en 2026. ouais. Ouais, justement, lors de la précédente session, on a fait un focus sur l'analyse graphique et technique, en parlant notamment de moyenne mobile, de super trend. Je vous avais proposé également différents niveaux à surveiller sur les marchés. Alors, je ne sais pas si certains ont suivi. J'avais proposé des pivots sur le SP500, sur les 6550 à 6600 qui ont fonctionné, ce genre de choses. Donc, c'était issu d'une analyse et graphique et technique. Et ce soir, on va parler plus portefeuille, position moyen-long terme. On parlera également de graphique et de technique, bien évidemment, parce que c'est, je trouve, un outil qui est fondamental dans l'investissement. Pas que court terme, hein, c'est pas utilisé qu'à court terme, on peut utiliser sur des durées de temps assez longues. Et justement, comme IG propose un compte titre, je me disais pourquoi pas justement proposer des actions, peut-être aider certains d'entre vous à mettre en place des portefeuilles. Euh, c'est vrai qu'on on l'apprend pas à l'école, ça, hein, on l'apprend nulle part. Comment mettre en portefeuille, comment mettre en place un portefeuille, sur quoi investir, comment, pourquoi. Ce qui est important quand on est investisseur, c'est la cohérence, c'est savoir pourquoi on fait les choses, pourquoi j'ai acheté telle valeur, pourquoi j'ai acheté tel secteur, à combien j'ai acheté, pourquoi j'ai acheté à ce niveau-là. Et souvent, ce qui vous manque, c'est justement cette cohérence-là. Donc, on va voir durant cette session, on va essayer de faire abstraction. Vous voyez, par exemple, j'imagine que ce qui sera abordé la semaine prochaine dans la psychologie des traders perdants, c'est notamment de se laisser influencer. La gestion émotionnelle sur les marchés est très forte. On est soumis à de très fortes pressions. Et même après 20 ans sur les marchés, vous êtes soumis, hein, moi je le ressens encore, on est soumis à des pressions. C'est pour ça que quand les marchés plongeaient un petit peu, là, il y a quelques semaines, c'est vrai que maintenant on l'a un peu oublié, mais il y a pas si longtemps que ça, justement, quand les marchés américains ont un peu plongé, moi j'avais fait une intervention, je pense, assez forte sur BFM en disant, mais euh, faites abstraction de toute l'émotion qui entoure les marchés, parce que les marchés ont baissé, on parlait de quoi à ce moment-là? On parlait de bulles, on parlait de bulles liées à l'IA. Ben oui, c'est normal que les marchés baissent parce qu'il y a une bulle liée à l'IA. Tout ça a été corroboré par des déclarations de patrons de JP Morgan et compagnie qui disaient oh, ben on s'attend à ce que les marchés perdent 10% dans les 12 ou 24 mois, je ne sais plus exactement. Donc, on a à un moment donné tout un environnement qui est anxiogène. Et puis, l'accès à l'information. L'accès à l'information est quelque chose de fantastique parce qu'on est au courant de plein de choses, mais trop d'informations tue le message. Parce que justement, on a trop de choses. Il y a trop de choses à intégrer. Donc, à un moment donné, ben, il faut faire de la recherche, il faut avoir des idées, il faut éventuellement faire confiance en des gens qui ont fait leurs preuves, qui ont une certaine expérience, une certaine expertise, les suivre, mais pas aveuglément, il faut les challenger en permanence et de se dire, bon, ok, moi je vais me faire mon propre avis, je prends l'avis de la personne en question, mais je vais le confronter à ce que moi je pense, à ce que moi je ressens, et c'est ce que je vous invite à faire ce soir. Peut-être que parmi les 3 valeurs que je vais vous présenter,
bah, il y en a peut-être une, deux ou trois, vous direz, mais moi, je comprends pas où ils vont en venir, je partage pas son avis. N'hésitez pas justement à l'indiquer par le chat, tout ça, on peut échanger sur le sujet. Moi, j'aime bien justement ce genre de débat. Euh, Parce que quand vous rentrez une ligne en portefeuille, il faut qu'il y ait une réelle conviction derrière, parce que ça sert à rien de suivre les idées de quelqu'un si derrière vous ne les comprenez pas. Donc, vaut mieux, comme on dit, bien suivre ses idées que mal celles des autres. Bon, bah, moi, ce que je vais vous proposer ce soir, tout est. Alors, c'est vrai que là, j'en ai fait une synthèse. Bon, moi, je l'ai développé par ailleurs pour mes clients, mais j'en ai fait une synthèse parce que sinon, comme je disais à Christophe tout à l'heure, ben, la session elle pourrait durer 3 heures. C'est pas non plus le but de ce genre de rendez-vous-là. Mais tout est étayé. C'est pas, ça sort pas du chapeau. C'est pas. Je me suis levé un matin, je me suis dit tiens, c'est une bonne idée, ça serait une bonne idée d'acheter telle valeur ou tel secteur. Non, il y a une recherche, on va dire, d'un point de vue fondamental en amont, euh, d'un point de vue thématique également, et puis ensuite pour ce qui concerne les niveaux, le timing, bah, c'est l'analyse graphique et technique. Eh ben, je te propose de démarrer. Donc, les thématiques décident de la performance. Donc ça, c'est un petit peu ton leitmotiv par rapport justement au choix que tu as fait. Ouais, et je me suis fait cette remarque-là, et c'est assez récent. Quand je dis récent, c'est quelques années. Moi, ça fait 20 ans que je suis sur les marchés, mais il y a 4 ou 5 ans, ce qui n'est pas si lointain que ça, je n'avais pas l'impression, peut-être que je ne m'en rendais pas compte, c'est possible aussi, mais je n'avais pas l'impression que les narratives, les thématiques étaient aussi importantes dans justement les sujets d'investissement. Pendant très longtemps, bah, on essayait d'acheter une belle valeur à un bon prix et puis de la garder tant que ça se passait bien, tant qu'il y avait des perspectives et en ce qui me concerne, tant que d'un point de vue graphique et technique, les choses se mettaient en place dans de bonnes conditions. Là, on se rend compte qu'on est dans une période qui est extrêmement, et je vais utiliser le terme à la mode, disruptive, avec des bouleversements, oui, je dis même pas des changements, avec des bouleversements majeurs partout. Et il y a de nouvelles questions. Acheter une belle valeur à un bon prix n'est plus suffisant. Parce que des belles valeurs à des bons prix, moi, j'ai autour de moi des analystes fondamentaux. Souvent, les valeurs qui sont ressorties ces derniers mois, ces dernières années, je donne deux exemples, Stellantis, Worldline. C'était soi-disant des boîtes qui étaient fantastiques avec une visibilité folle, et pourtant les deux se sont crachés. Pour autant, est-ce que ce sont de mauvaises valeurs? Bah, moi, j'en sais rien, mais le cours de bourse, lui, il a sacrément morflé. Donc, il faut être dans les bons momentum. Et c'est ça que justement, que moi, j'essaye vraiment d'intégrer dans mes réflexions, c'est de se projeter à horizon quelques mois, quelques années, en se disant, bon, euh, parce que quand on réfléchit à des valeurs, la question c'est dans quelle mesure l'intelligence artificielle va disrupter la société à laquelle je m'intéresse. C'est pas est-ce que l'IA va, est-ce que l'IA va, c'est dans quelle mesure? Parce que l'IA va avoir des répercussions sur a déjà des répercussions et va avoir des répercussions sur toutes les sociétés. D'où certains stress sur des sociétés. Vous prenez des SAP, des Accenture, ce genre de valeurs, où certains se disent, mais ou Téléperformance par exemple, certains se disent, bah, attendez, ces sociétés-là, l'activité, elle peut être en partie remplacée par de l'IA, des boîtes vont émerger, vont faire à peu près la même chose, à des coûts moindres, avec une efficacité meilleure. Donc, je dis pas que c'est vrai, je dis pas que c'est faux non plus, mais je dis, bah, il faut se poser ces questions-là. Et Ouais. justement, Donc, pardon, hein, l'idée, si je résume en soi aujourd'hui, c'est pas forcément de foncer tête baissée sur des valeurs, mais c'est plutôt d'avoir un regard global sur des secteurs, et notamment donc au travers de l'IA, comment l'IA va impacter ces différents secteurs. Puisque là, j'ai mis à l'écran hein, justement les quelques méga tendances que tu avais indiquées, avec notamment donc la transition énergétique, tout ce qui concerne donc le solaire, les batteries, les réseaux intelligents. L'IA, bien sûr, mais au travers des data centers, des semi-conducteurs, et pas forcément uniquement, en effet, l'IA pure, mais tout ce qu'il y a derrière. Tu avais indiqué la robotique, l'automatisation, la santé aussi, qui est un secteur aujourd'hui qui est très lié et qui est en plein changement hein, sur l'IA.
et t'indique que demain, en effet, d'autres secteurs sont extrêmement, je dirais, à surveiller, avec notamment le spatial, le nucléaire, le climat, puisque bon, là, le climat aussi, hein, il suffit d'allumer les news, hein, tous les jours, on nous parle du changement climatique, et puis de l'eau. Donc tout ça, ce sont des vecteurs aujourd'hui et des secteurs à regarder de près avant de choisir en quelque sorte une valeur. Ouais, c'est ça. C'est avoir un raisonnement en entonnoir. C'est de se dire quels vont être ou quels sont ou quels vont être les secteurs porteurs. Donc là, moi, ce soir, je vais vous parler de secteurs porteurs dans l'immédiat. C'est pas la peine de se projeter non plus trop loin, parce que c'est pas la peine d'essayer d'avoir un coup d'avance et d'être sur des thématiques trop tôt. Par exemple, le spatial. Le spatial est une thématique dont on va entendre de plus en plus parler. Pour moi, c'est encore un petit peu tôt, parce qu'on est sur des investissements à 10, 15, 20 ans. Et le spatial, il suffit d'écouter Jeff Bezos, Elon Musk et puis le patron d'Alphabet, là, je ne sais plus comment il s'appelle, qui ont dit il y a pas très longtemps, hein, ces dernières semaines, ces derniers mois, que l'avenir, c'était les data centers dans l'espace. Et à Horizon, Alphabet, il a dit c'était 2000, je ne sais plus, il faut que je retrouve 2000, 2030, pas 2030, non, c'était genre 10 ans, je crois, 10 ou 15 ans. Donc, Je crois que c'est c'est 2035, hein, entre 2035 et 2035. 2040, ouais. Voilà. Donc, mais pour moi, il y a des thématiques à jouer avant celle-ci. On y viendra, celle-ci, naturellement, mais il y a des thématiques à jouer. Et vous allez voir qu'il y a une valeur dont je vais vous parler ce soir qui permet déjà de jouer ce pari-là. Ce que se disent Elon Musk, Jeff Bezos et puis le patron d'Alphabet, c'est que euh, les data centers consomment énormément d'énergie. De l'énergie, il y en a où en quantité illimitée dans l'espace parce qu'il y a le soleil. Vous voyez, on est très proche du soleil. Et c'est gratuit et c'est 24 heures sur 24. Donc, il y a une logique derrière tout ça et on va en parler d'ailleurs. Et en effet, à court terme, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la possibilité de jouer ces valeurs-là liées à l'énergie qui concerne l'IA. Il y a aussi des évolutions donc, dans la santé avec notamment des medtech. Et vous allez voir une boîte un peu hybride qui a la croisée des chemins de plein de choses et qui est selon moi hyper intéressante et selon moi, il faut en avoir en portefeuille. Après, c'est une conviction personnelle, ça, mais il faut en avoir en portefeuille. Et justement, l'erreur classique des investisseurs, si vous débutez ou si vous avez un petit peu, si jamais vous débutez, vous allez apprendre des choses. Si jamais vous avez déjà un peu d'expérience, vous allez peut-être vous reconnaître dans ce qui est écrit ici. C'est que souvent, on achète des valeurs un peu coup de cœur parce qu'on les connaît, parce qu'on les aime bien, parce qu'on a un copain qui en a, et c'est pas lié. Vous voyez, mais une marque, c'est différent d'investir. Investir, c'est je réfléchis à un secteur, une valeur, et je vais essayer de jouer de bonnes perspectives, un gain de part de marché, des marges, ce genre de choses. Après, il y a l'idée également de céder au FOMO. C'est-à-dire, je vais sur les sociétés un petit peu à la mode, ou alors j'essaye d'avoir un petit peu de tout. Céder au FOMO et diversifier son portefeuille sont un peu pareils. Dites-vous bien une chose, c'est que vous raterez forcément de super opportunités. Décomplexez-vous de ça. Vous raterez forcément des choses. Des opportunités sur les marchés, il y en a des tonnes et il y en a des tonnes tous les jours. Mais à un moment donné, il y a un choix à faire. On ne peut pas être sur l'or, le palladium, l'éolien, Nvidia, le Bitcoin. Sinon, à un moment donné, on a un portefeuille qui est extrêmement dilué. Et ce qui nous a longtemps été enseigné, c'est pareil par rapport à ça. Moi, j'ai mené une réflexion ces dernières années. Ce qui généralement nous est enseigné, c'est qu'il faut un portefeuille il faut un portefeuille diversifié. Et moi, au contraire, plus ça va et plus je pense que c'est une mauvaise idée, parce que la diversification, à un moment donné, nous protège de la performance. Il faut au contraire avoir une bonne concentration. Quand je dis concentration, c'est pas je mets 100% de mon compte sur Nvidia. C'est pas ça. C'est qu'il y a des choses à respecter. Mais quand je vois certains qui me parlent de leur portefeuille avec 30, 40, 50 valeurs, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé Ouais, là? c'est un exemple typique, c'est-à-dire que c'est au final contre-productif. C'est vrai qu'on nous parle beaucoup de diversifier un portefeuille, de ne pas mettre ses œufs dans le même panier, de ne pas tout mettre sur une même valeur, comme tu le disais par exemple sur Nvidia. Mais c'est vrai qu'à l'inverse, trop de diversification
en effet, nuit à la performance quelque part, puisque au final, bah, le portefeuille n'avance plus. Et puis, on a tendance un petit peu à s'y perdre. Et comme tu le disais, suivre plusieurs lièvres à la fois. C'est-à-dire, si on est sur 100 valeurs dans le portefeuille, ça n'a plus vraiment aucun intérêt. Clairement pas. Si vous voulez diversifier votre portefeuille, ben, achetez un indice. Vous achetez un indice, vous achetez du SP500, vous aurez 500 sociétés avec avec des pondérations qui changent au gré des performances des uns et des autres. Et puis c'est réglé. Et moi, dans la construction, on va dire, d'un portefeuille type idéal, ben, vous avez peut-être la moitié de votre portefeuille sur un indice, comme par exemple le SP500. Certains disent, oh, ah, ben, l'année 2026, ça va être l'année de l'Europe. Moi, je l'entends tous les ans, ça, et j'attends encore. Donc, jouons les États-Unis et ça se passe bien généralement. Vous faites du Bitcoin parce que je pense qu'il en faut aussi dans un portefeuille, parce qu'il y a plein de choses à dire hein, sur le Bitcoin. Il faut parler de money debasement, ce genre de choses. Je ne vais pas rentrer dans le détail non plus ce soir, mais peut-être qu'un de ces quatre, on aura l'occasion d'en parler ensemble. Il n'y a pas que l'inflation dans la vie, il y a toutes les injections de monnaie qui font que bah, justement les monnaies se sont dépréciées et ce qu'on pouvait s'acheter il y a 10 ans, est-ce qu'on peut acheter maintenant, bah, il n'y a pas, il n'y a pas photo, d'autant plus que durant la période, les revenus n'ont pas non plus énormément bougé. Et ça, c'est le money debasement. Vous pourrez regarder sur ChatGPT si vous voulez. Après, il faut des valeurs sur des thématiques qui sont porteuses. Et quand vous avez ça, vous n'avez pas besoin d'avoir 40 lignes. Voilà, vous avez votre diversification via du SP500, du Nasdaq si vous avez un billet plus tech. Et puis certains se diront, ah oui, mais moi je veux un peu d'Europe. Ben, vous mettez un Eurostox ou un équivalent, il y a peut-être des trucs. Du Bitcoin pour jouer la suite. Certains préféreront l'or et puis peut-être que certains feront un mix des deux. Et puis des valeurs qui sont dans la thématique du moment, mais du moment, pas de la thématique d'aujourd'hui-demain, de la thématique des prochains mois, des prochaines années. Et c'est justement cette poche-là, si vous faites bien votre boulot, c'est cette poche-là qui va vous permettre de surperformer. Parce que on en parlait déjà lors de la précédente session, quand moi je vois partout des CA comme la méthode d'investissement qui est miracle, adaptée à tous et qu'il faut absolument mettre en place. Et grâce à ça, en mettant 100 balles, 200 balles, 500 balles tous les mois, arrivé à 60 ans, vous avez des millions sur le compte. Moi, je n'y crois pas une seule seconde. Je peux me tromper, hein, franchement, mais j'y crois pas une seule seconde. Il y a plein de sujets. Déjà, 8% par an, se disant le rendement sûr. Moi, ce qui me gêne, c'est que c'est présenté comme quelque chose de sûr. C'est 8% par an. Bah oui, historiquement, alors on nous sort les tableurs Excel et tout, d'accord. Mais si vous investissez durant cette période-là de 10, 15, 20, 30 ans, vous avez des périodes de 2, 3, 4, 5 ans où il ne s'est absolument rien passé. Comment vous allez-vous gérer un investissement où déjà, quand certains, pendant des jours, ça ne gagne pas, ils se posent des questions. Alors, quand pendant des mois, voire des années, votre compte ne va pas bouger, voire perdre, comment vous allez gérer la chose? Après, vous avez un pécule et puis vous avez envie d'en profiter, vous arrivez peut-être à la retraite, vous avez envie d'en profiter, vous tapez un krach boursier. Bon, ce n'est pas le sujet de ce soir, on aura peut-être l'occasion de l'aborder un de ces quatre aussi, mais vous voyez, c'est ces questions-là. Moi, je vous incite à réfléchir à ces choses-là. Ne considérez pas comme acquis tout ce qu'on vous dit. Réfléchissez un petit peu à ces trucs-là. Si c'était miraculeux, on le ferait depuis de nombreuses années. Souvent, c'est poussé par des courtiers qui ont un intérêt à faire ça, avec des influenceurs mis en avant. Non, les fonds, les hedge funds, tout ça ne font pas ça. Donc, je ne dis pas qu'on ne peut pas en faire sur une partie, mais je considère qu'il y a mieux à faire, en tout cas. Alors, juste pour rebondir hein, sur ce que tu dis, Mathieu, hors bien sûr DCA, il est important de préciser que sur le compte titre IG, on peut aménager son portefeuille comme on le souhaite, et notamment en termes de diversification. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas obligé de démarrer avec des montants très importants, puisque vous allez pouvoir décimaliser les actions, c'est-à-dire fractionner. C'est-à-dire, au lieu d'acheter par exemple une action Hermès qui vaut plus de 2000 euros, vous pouvez par exemple acheter pour 50 euros d'Hermès dans votre portefeuille. Imaginons vous avez 1000 euros à investir, vous souhaitez donc diversifier sur 5 sociétés différentes, eh bien vous pouvez investir 200 euros, 5 fois 200 euros sur les sociétés. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas obligé d'investir en nombre d'actions, mais vous pouvez investir simplement en montant. Et on fait ensuite, donc bien sûr, la division. Vous aurez 1, quelque chose action ou 0, quelque chose. D'ailleurs, je vais simplement vous montrer, puisqu'on vient de lancer la plateforme web concernant puisque le compte titre jusqu'à maintenant était disponible uniquement sur l'application mobile.
Je vous montre donc ça juste quelques secondes, rapidement. Je vais, hop, voilà. Alors, non, non, mais au final, je vais vous la montrer après plutôt, parce que sinon, je risque de déflorer les trois sociétés sur lesquelles Mathieu va intervenir dans un instant. Je reviendrai dessus. On termine là avec cette slide, Mathieu. Donc, ne pas négliger l'analyse graphique, l'analyse technique, et Ouais. notamment donc ne pas se laisser influencer, ou notamment là aussi par les émotions. Ouais, justement, on ne se laisse pas influencer quand on est convaincu par ce qu'on fait, qu'on est convaincu sur des niveaux graphiques, sur une stratégie d'intervention, sur une valeur, parce que on a bossé le sujet, on y a réfléchi, on s'est projeté, on a analysé les choses, et donc à un moment donné, on s'est créé un avis et on a une conviction. Il faut faire abstraction de tout le bruit qui entoure les marchés et qui est néfaste et qui vous fera faire plein de mauvaises choses. Allez, on continue. Ah ben voilà les trois valeurs, ça y est. Les trois valeurs sélectionnées ce soir, donc sur des thématiques structurelles très fortes, des leaders dans leur domaine et une visibilité de croissance à long terme. Donc on va parler de Tesla, on va parler d'Intuitive Surgical et on parlera pour terminer de First Solar. Alors ce sont des valeurs américaines. La première et la dernière, vous pouvez la négocier chez IG au travers d'un compte titre. Ça veut dire que vous pouvez faire de l'investissement long terme sur ces valeurs, faire de l'investissement donc fractionné également, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de mettre l'équivalent d'une action Tesla dans votre portefeuille. Vous pouvez en mettre juste la moitié, ou par exemple 100 euros, 200 euros. Et intuitif, alors Tesla et First Solar sont négociables aussi bien sur le compte titre ou sur le compte CFD si vous souhaitez avoir du levier sur ces valeurs. Et Intuitive Surgical, pour l'instant, elle est disponible uniquement côté CFD, c'est-à-dire côté produit à effet de levier. Mais néanmoins, je pense qu'elle apparaîtra d'ici quelques mois. Elle sera disponible également, ou plutôt quelques semaines, sur la partie compte titre. Parce que ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'aujourd'hui, sur la partie compte titre, on vous propose un petit peu plus de 6000 valeurs et plus de 2000 ETF donc disponibles. Mais voilà, on est sur les débuts de l'offre, et l'offre tente je dirais, à se développer petit à petit. Donc, on alimente régulièrement avec de nouvelles valeurs disponibles donc à la négociation sur le compte titre. Donc Mathieu, on démarre par Tesla, qui peut Ouais. être, qui a été, je dirais, une valeur un peu chahutée hein, ces derniers mois, notamment avec les facéties d'Elon Musk. Mais à vrai dire, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. C'est pas voilà, le côté spectaculaire ou le côté un petit peu, comme je disais, facétie ou le côté parfois un peu controversé également d'Elon Musk. Mais on va plutôt parler de la société et justement notamment pourquoi la détenir en 2026. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu penses que cette valeur Bah, ça fait un vaut... petit moment que je pense que cette valeur-là, il la faut en portefeuille et que, les replis, que lorsqu'on a des replis, c'est l'occasion d'en acheter. Cette année, on en a eu un beau, et même quand j'étais sur le plateau BFM et que la valeur baissait, je disais, mais il faut en acheter. Et on était loin des plus bas encore. Je disais, ben là, autour des 300, on est sur des niveaux où on peut en acheter. Derrière, on est allé à 220, 240. Et puis maintenant, on est remonté à 400, 460, 480 derrière. Parce que Tesla, souvent, quand je parle de Tesla, l'argument qui m'est opposé immédiatement, c'est ouais, mais t'as vu le prix? Ah, mais là, on est sur des ratios, c'est n'importe quoi. On est sur des multiples. Si tu compares à d'autres valeurs, elle est extrêmement chère. Là, je regarde en même temps PER 347 pour 2025, 230 pour 2026. Mais parce que Tesla n'est pas d'un constructeur automobile. C'est ça qu'il faut se mettre en tête. Ce n'est pas que ça. Tesla, c'est une société hybride qui est vraiment au croisement de beaucoup de thématiques actuelles et à venir. Moi, j'aime bien dire que Tesla ne conçoit pas des véhicules, mais conçoit des robots avec des roues. Et c'est vraiment ça, Tesla. C'est pour ça que comparer Tesla et par exemple Stellantis n'a absolument aucun intérêt. C'est comparer des carottes et puis des patates. Et encore, il y a plus de ressemblance entre des carottes et des patates qu'entre Tesla et Stellantis. Donc, en réalité, Tesla, c'est quoi? C'est une plateforme technologique, c'est du logiciel, c'est de l'IA.
avec potentiellement des marges qui sont bien plus importantes à long terme. On voit qu'il y a un sujet de marge chez tous les constructeurs automobiles avec la concurrence chinoise. Bien évidemment que la concurrence chinoise est un sujet. Évidemment qu'il faut, il faut l'intégrer à son. J'allais justement te poser la question parce que là, on est. En effet, ce qui est bien, c'est que tu le précises, Tesla, c'est pas Stellantis, ça n'a absolument rien à voir. Le produit est différent et même tout ce qu'on a à côté est différent. Mais alors justement, est-ce qu'on peut faire un parallèle avec des constructeurs comme BYD, par exemple, aujourd'hui? Euh, est-ce que, est-ce que là aussi, ça peut être une valeur sur laquelle on peut investir en 2026? Ou est-ce Oui. qu'on reste plutôt sur le côté Tesla et tout ce qu'on a autour, Ah ben selon moi, toi? non, moi je reste convaincu par Tesla, dans la mesure où ils ont de l'avance sur certaines choses. Oui, ils vont avoir à faire une grande concurrence, mais ils sont bien positionnés. Euh, Ils font donc des véhicules électriques, mais ils font également des batteries pour du stockage d'énergie. Ils sont également dans le solaire, qui est une thématique dont on va parler après et qui est en plein boom. La robotique avec Optimus, bien évidemment. Donc, je pense que quand on commencera à voir dans des usines, pour commencer, des robots Optimus à l'œuvre, certains vont se dire waouh, on change un peu de dimension là. Pour l'instant, bon, on voit des vidéos de robots, parfois ils se cassent la figure, machin, c'est un peu bancal. Mais quand on va voir le vrai intérêt des robots euh, et qu'après, peut-être au niveau du grand public, chacun aura son robot à la maison pour faire différentes tâches. Euh, ouais, il y a un potentiel gigantesque. Et puis également les logiciels de véhicules autonomes que Tesla qui est quand même en avance aussi. Alors il y a des concurrents bien évidemment, Alphabet et puis des sociétés chinoises. Mais il y a vraiment. Alors c'est sûr que si on a un alignement des planètes et que tout se passe bien dans tous les domaines, alors là, Tesla, ça vaut évidemment une fortune. Après, on peut se dire que il y aura peut-être des difficultés dans certains domaines. Après, Tesla, Elon Musk, la force de frappe, c'est les États-Unis aussi. Donc c'est America First. Tout sera fait pour pousser Tesla pour que ça soit un leader mondial dans les différentes activités aussi. Donc là, on retrouve la guerre États-Unis-Chine à un niveau technologique. Et puis, le pari aussi de Tesla, dont on entend assez peu parler, c'est le pari NPU, Neural Processing Unit. Voilà, des Alors, c'est quoi, processeurs immenses. c'est quoi ce truc? C'est des réseaux de neurones artificiels. En gros, c'est des cerveaux ce sont des cerveaux, mais adaptés à la robotique et qui donc devient la brique centrale du modèle Tesla. Et Tesla a cette liberté-là qu'il conçoit ses propres NPU utilisés donc dans les voitures autonomes qui exécutent de l'IA en temps réel pour la vision, la conduite, la sécurité. Je ne sais pas si vous avez vu des vidéos de conduite autonome de Tesla. Encore moi, cet après-midi, j'ai un client qui m'en a envoyé une. C'est bluffant. Ça sera utilisé également, bien évidemment, c'est utilisé, ça le sera dans les robots Optimus, dans les smartphones avec de l'IA embarquée, des casques de réalité virtuelle, des caméras de surveillance intelligente. Donc, vous avez tous les domaines qui vont être inondés de cette technologie-là. Donc, on est, comme on dit, dans l'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est général, je ne sais plus comment on dit, où on apprend à l'intelligence artificielle à raisonner comme un humain. On en est là. Pour l'instant, elle répond à des tâches, mais l'étape d'après, c'est apprendre à raisonner comme un humain. Oui, en quelque sorte, on en est encore au final qu'aux prémices de l'intelligence artificielle et notamment appliquée à des domaines comme tu viens de l'expliquer, donc sur Tesla, l'automobile, la conduite autonome. D'ailleurs, j'ai vu en effet aussi les vidéos sur la conduite autonome qui, a priori, arrive en Europe là très bientôt et qui sera proposé, enfin qui est déjà proposé par le réseau Tesla, mais qui ne fonctionne pas pour l'instant, qui n'est pas activé sur les véhicules, mais a priori, on pourra, là, dans quelques semaines, peut-être quelques mois au plus tard, en effet, activer l'option de conduite autonome qui est assez. J'ai vu les vidéos et c'est assez bluffant, en effet. Eh oui, Euh, Est-ce que tu as un graphique à nous proposer justement sur Tesla? bien sûr. J'ai Parce plein de qu'en effet, graphiques devant moi. on pourrait dire que Tesla est trop cher aujourd'hui, mais au final, c'est pas le cas. C'est pas, on peut encore prendre le train en marche Bien pour sûr, 2026. bien sûr. Et c'est là où il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Quand je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas céder au FOMO. Là, normalement, vous voyez mon graphe.
Ouais, on le voit Ouais. bien. Oui, il faut se fixer des niveaux d'intervention. Moi, durant cette phase de baisse-là, j'ai acheté sur plusieurs niveaux, certains bien, d'autres beaucoup moins. J'avais commencé notamment dans cette zone autour des 320. Bon, bah, c'est sûr que quand on était à 220, certains me disaient, mais ouais, c'est nul ce qu'il a fait. Mais j'en ai fait à 280 et j'en ai fait à 220 aussi. Moi, vis-à-vis de ma communauté, je suis hyper transparent, tout est écrit, donc c'est incontestable. Si certains me disent c'est un mytho, bah, il suffit d'aller voir ce qu'on écrivait à l'époque, tout est écrit. Et donc là, on peut recommencer un peu la même chose. J'ai du mal à imaginer qu'on puisse retourner peut-être en bas, mais ce qu'il faut faire, et souvent c'est quelque chose que vous ne faites pas, peut-être que vous y pensez pas, mais on peut rentrer progressivement, sortir progressivement. On n'est pas obligé de rentrer à fond sur un seul niveau, sortir à tout sur un seul niveau. Ça peut être par exemple, vous reprenez les plus bas récents ici autour des 385 pour par exemple acheter un tiers de ce que vous avez l'intention de faire, un deuxième tiers autour des 300, et puis si on va à 220, vous tirez la trappe et vous avez vos trois tiers. Par exemple, même si on a une conviction sur une valeur, il ne faut pas non plus acheter à n'importe quel prix, n'importe quand, il faut essayer d'optimiser. Moi, je vous disais, je ne suis pas un adepte du DCA, c'est-à-dire cet achat systématique, quel que soit le prix et à date fixe. Mais par contre, de se dire, OK, j'achète sur des replis d'une manière systématique de bons dossiers, la réponse est oui. Ce qui fait la performance sur la durée, c'est la systématisation d'un comportement. Comme je disais en introduction, un bon investisseur, un bon trader, c'est pas quelqu'un qui a des idées géniales tout le temps. Ça n'arrive pas. On a des bonnes idées, parfois, on en a des moins bonnes. Et ce qui fait la différence, c'est la cohérence dans le comportement, la cohérence dans la stratégie, et puis la gestion de son risque. Euh, et donc, le fait de rentrer sur plusieurs niveaux de prix comme ça vous permet d'optimiser. Donc, en avoir en fond de portefeuille, moi j'en ai toujours un petit peu en fond de portefeuille que je vendrai si on va à 2 ou 3 000, si tout se passe bien, on verra. Et puis autour de cette position-là, eh bien, il faut faire des écarts, il faut essayer d'optimiser justement. Prenez les prix, là, j'espère que vous avez noté, de toute façon, c'est pas bien compliqué, hein, 380 autour des 300 et puis éventuellement la zone autour des 220. Mettez des petites alertes sur ces niveaux-là. Regardez, hein, moi, il y avait déjà une alerte pour essayer d'en refaire ici, on n'y est pas allé, on s'est arrêté au-dessus, je n'ai pas payé, tant pis pour moi. Mais en tout cas, fonctionnez de la sorte. Dans vos investissements, fonctionnez de la sorte. Rentrez sur plusieurs niveaux de prix, mais sortez également sur plusieurs niveaux de prix. C'est pas on-off, c'est pas j'en ai pas. On arrive sur des plus hauts. J'allège sensiblement, peut-être que certains liquideront tout, pour essayer de recommencer, de reprendre plus bas. Donc, en soi, si je résume, hein, au final, il n'y a pas de mauvais moment pour rentrer sur la valeur. Ce qui est quand même important, c'est, comme on le disait là aussi tout à l'heure dans les recommandations, c'est toujours d'avoir un œil sur les graphiques, et notamment par rapport à ces zones où le marché revient de temps en temps, où il peut être intéressant en effet d'acheter, mais en soi, on peut acheter même cher sur un repli, ce qui peut être également une bonne solution. Juste pour terminer sur Tesla, moi j'ai une question. Qu'est-ce qui Mhm. fait qu'aujourd'hui, tu vendrais la totalité de la position Tesla? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on abandonnerait Rien, Tesla en 2026? Ok, rien. voilà, la réponse au moins est claire. Mais rien, parce que si j'abandonne, c'est qu'il y a un gros souci, et s'il y a un gros souci, le cours se sera déjà cassé la gueule. Ouais. Donc, il n'y aura plus un grand intérêt. Et je pense qu'il y a tellement de perspectives. Quand vous regardez, et c'est marrant parce que c'est une société et c'est un patron qui sont extrêmement clivants. On est fan de Tesla ou on déteste Tesla. Il y a rarement, moi, je me force et ne me prenez pas comme un pro Musk, pro Tesla. Moi, j'essaie de rester objectif sur les marchés. Donc, je regarde une société, ok, je regarde les ratios, les valorisations, tout ça. Évidemment, Tesla, c'est pas cadeau, mais on ne peut pas comparer. C'est ça qui est difficile et c'est ça qu'il faut se mettre en tête. On compare par rapport à quoi? On compare par un truc hybride où il faudrait agréger plein de boîtes différentes et se dire, bon, ben, ce secteur-là, qu'est-ce que ça va donner? Parce que, vous voyez, dans les synergies qui vont être créées, vous avez SpaceX qui va probablement être introduit en bourse l'année prochaine. On parle de la plus grosse introduction en bourse de tous les temps qui détrônerait, c'était Aramco, je crois, le numéro 1, la précédente plus grosse. Donc, derrière SpaceX, Tesla, ils sont présents donc, dans le solaire. Bon, ben, vous me voyez à venir, eh bien, on va amener des panneaux solaires dans l'espace pour les data centers. Vous voyez, déjà, donc vous avez des synergies qui vont être créées avec tout cet environnement-là. Donc, au sein de la même, on va dire la même galaxie, parce que ça, c'est pas au sein de la même société exactement, mais au sein de la même galaxie, vous avez énormément de ramifications. Et c'est là le génie d'Elon Musk, c'est d'avoir créé un écosystème
Tesla, SpaceX, X même pour la partie information. Il y a pas, regardez, il n'y a pas de publicité Tesla à la télé ou dans les rues, hein. Il suffit qu'il tweete, il a quelques représentants sur X, et puis ça balance et ça balance et ça balance, et puis c'est bon, hein, le budget pub, c'est lui qui s'en occupe, hein, c'est lui le VRP de la société. Donc, vous voyez, c'est là, et pourtant, quand il a racheté X, par exemple, tout le monde se disait, mais qu'est-ce qu'il va payer ce prix-là? C'est démentiel. Alors que ben, maintenant, c'est un outil de communication qui est extrêmement puissant. C'est vrai, et juste pour terminer là-dessus, si on regarde bien l'environnement, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde les chaînes d'infos ou les chaînes, la publicité qu'on retrouve sur ces chaînes, c'est en général de la publicité pour des bagnoles. Donc des voitures hybrides, des marques européennes, des marques asiatiques, mais vous ne verrez, enfin en tout cas, moi, j'ai jamais vu de pub pour la Tesla à la télévision. J'en vois pas non plus dans la presse. Il y en Ah a bon? nulle part. Ah bon? C'est pourtant un réseau qui fonctionne très bien, mais il y a zéro publicité dans les médias, enfin, à la télé, dans les journaux, il n'y a pas. Donc c'est vrai que c'est une particularité. Moi, ça m'a toujours très étonné. Alors c'est vrai que derrière, bon, il y a cet aspect clivant, mais en même temps, ça fait du buzz, ça fait parler, ça fait de la publicité. Quelque part, de la publicité est gratuite. Et je trouve que c'est relativement intelligent. J'avais un petit commentaire là, juste à faire remonter sur le chat. On me dit ce qui est brillant chez Galileo, c'est qu'en plus de nous proposer les niveaux d'achat sur les actions, on a aussi l'analyse fondamentale qui nous conforte d'investir sur les valeurs en question. Merci Ouais, beaucoup bah, pour c'est ce sympa, je commentaire. sais pas. C'est qui le message? Je vois pas les C'est messages. Michael. Michael, bah, merci Michael. Ouais, et c'est justement, j'ai mis en place il n'y a pas longtemps un canal consacré à la macro que je faisais pas avant. Et c'est vrai que moi, je n'en tenais pas vraiment compte de la macro. Et au gré des discussions avec les uns et les autres qui ont trouvé des idées fantastiques justement en se basant sur de la macro, où ça permet de mieux comprendre l'environnement. C'est vrai que moi, pendant des années, j'ai été hermétique à tout ça, en me disant, moi, l'analyse graphique technique, ça me suffit, je prends mes décisions par rapport à ça et c'est très bien. Donc, j'ai longtemps eu des œillères. Alors, c'est bien et c'est pas bien. C'est bien parce que bah, je suis resté, on va dire, dans ma zone de confort. Je maîtrise bien les graphiques, bien la sensibilité des marchés. Donc, j'ai continué à évoluer comme ça. Mais à un moment donné, et justement, l'analyse graphique technique ne vous fait pas dénicher les secteurs qui vont. Alors, les sociétés qui vont se développer, oui, mais souvent il est un peu tard, vous les payez plus cher, alors que en y ajoutant un petit peu de macro, d'analyse fondamentale, d'analyse macro sur des secteurs des sociétés, on arrive, et nous on a fait à plusieurs reprises, on arrive à détecter certaines valeurs tout à fait au démarrage de l'aventure. Alors, pas Tesla, on n'a pas acheté Tesla très bas ou même Intuitive Surgical dont on va parler maintenant, ce pas des sociétés qu'on a achetées forcément très basses, mais il y en a certaines qu'on a jouées cette année qui ont explosé derrière. On n'a pas capté tout le mouvement, bien évidemment, mais justement, l'analyse macro nous a permis de dire, bah, dans l'environnement actuel, les sociétés qui devraient se développer sont celles de ce secteur-là. Dans ce secteur-là, quels sont les leaders? Parce qu'il faut aller chercher les leaders, il ne faut pas aller forcément chercher les challengers au démarrage. Il faut prendre les leaders, quels sont les leaders, et puis on a joué plein de valeurs comme ça, et on a fait des choses très Alors, intéressantes. justement, très bonne transition pour Intuitive Surgical, donc, qui est une société américaine cotée au Nasdaq et qui justement est un leader mondial donc dans son secteur. Alors moi, je t'avouerai que avant de préparer ce webinaire, je connaissais pas trop, enfin je connaissais pas cette société. Donc en effet, moi j'ai envie de savoir comment tu es allé la chercher, pourquoi tu as choisi cette société et qu'est-ce qu'il y a derrière et qu'est-ce qui fait qu'en 2026, il est important enfin en tout cas, elle peut être intéressante à avoir en portefeuille. Ben, le raisonnement initial, je cherchais une medtech. Donc je me suis dit, bon, l'IA va disrupter plein de secteurs, notamment celui de la santé. Après, j'ai regardé différentes medtech. Je pense que je suis tombé un peu par hasard sur Intuitive Surgical, pour tout vous dire. Et en creusant le sujet, mais cette boîte-là, elle est fantastique. Vous regardez, allez sur leur site internet. Moi, j'aime bien aller voir les sites internet, regarder quelques vidéos de ce qu'ils font pour comprendre. On n'est pas forcément tous très sensibles on n'a pas tous les connaissances. En tout cas, moi, c'est pas mon cas, les connaissances dans le domaine de la médecine, la santé, tout ça. C'est vrai que je suis pas un expert là-dedans. Mais là, vous regardez ce que fait Intuitive Surgical, mais c'est magnifique. On est sur des robots de chirurgie assistée avec une précision mais diabolique.
utilisé donc principalement en chirurgie mini-invasive. Euh, et quand vous regardez les marges faites par cette société-là, mais on est sur des marges nettes qui sont autour de 25%. On est sur un chiffre d'affaires qui est en croissance de 15-20% par an sur les 10 dernières années. On est sur une boîte, voilà, donc 15-20%, voilà, 10 dernières années, les marges autour de 25%. On est quand même sur une société qui tient la route. C'est pas la petite capille qui se développe. On est sur une boîte qui est bien gérée avec de la vente de robots, mais également des revenus récurrents via des instruments, des services et de la mise à jour de logiciels. Et on est vraiment sur une activité en plein boom. Comment jouer l'intelligence artificielle? Comment jouer la robotique? Vous avez une société qui est vraiment à la croisée également de tout ça, qui bien évidemment désormais se paye un petit peu cher. Moi, j'en ai fait il y a quelques semaines, quelques mois. Il m'en reste. Je vous mettrai le graphique après, je vous montrerai où j'avais acheté et bon, tout s'est bien passé. Les derniers chiffres qui ont été publiés ont dépassé le consensus. On a eu une forte hausse à ce moment-là. On a bien évidemment une valorisation exigeante, mais c'est le cas de bon nombre de dossiers. Et c'est là la difficulté, c'est quand on est sur des valorisations exigeantes, attention en cas de déception. On a vu pas mal de sociétés, lorsque le consensus est approché, mais pas forcément parfaitement atteint, les sanctions, c'est -15, -20, voire du -30. Hein. On l'a vu, notamment aux États-Unis sur certaines valeurs, c'est un bain de sang, mais parce que ces valeurs-là ont tellement progressé, les espoirs sont tellement forts que les sanctions le sont tout autant. Et quand vous regardez la situation financière de la société, on a un free cash flow qui est élevé, on a voilà, pas d'endettement, on est sur une boîte qui est très bien gérée. Donc c'est rassurant d'aller sur une société comme celle-ci, bien gérée, dans un secteur qui est porteur, avec des fondamentaux solides. Une question, Mathieu, est-ce que tu sais si cette société verse des dividendes? Non, c'est pas le genre, je crois pas. Je vais regarder en même temps, mais Ok, ces sociétés-là, tu les achètes pas pour le rendement. Le rendement, je crois qu'il n'y en a même pas. Ouais, zéro. ok. Donc là, on est dans le secteur medtech. Ouais, Donc oui, si tu peux nous montrer le graphique. bien sûr. Donc là aussi, c'est un secteur à privilégier en 2026. Selon Ouais, toi, c'est un bien secteur sûr. porteur, avec quelques pépites peut-être à dénicher encore sur ce secteur. C'est vrai que ce qui est, entre guillemets, amusant, c'est qu'à partir du moment où on a détecté un secteur, c'est d'aller chercher justement les valeurs, de les comparer, d'aller chercher l'information, Ben d'aller voir oui, les graphiques également. et c'est ça justement on va dire le rôle de l'investisseur, quel que soit son niveau, c'est j'identifie en effet un secteur qui est porteur, et là je peux me baser sur de la macro par exemple, et après je vais m'amuser à détecter les valeurs qui profiteront de ce bouleversement-là, qui devraient s'en sortir mieux parce qu'elles ont un avantage concurrentiel, parce qu'elles sont incontournables, il y a plein de choses. Et quand vous regardez le graphique, donc Intuitive Surgical, on est sur une société qui a évidemment fortement progressé. Quand vous regardez l'historique, vous dites, oh, c'est assez phénoménal. Mais vous voyez, moi j'en ai acheté, ce que j'ai proposé, c'était d'en acheter ici. On a largement eu le temps de le faire. Moi j'en ai acheté ici. On a eu un double appui, donc double appui ici. Donc on est revenu, première prise d'appui ici autour des 430, on est revenu ici. Moi, j'en ai acheté là. Les résultats sont tombés quelques semaines plus tard. On a ouvert avec une forte hausse. Elle a pris 15% dans la journée. Il y a un relais derrière. Et moi, ce que je fais, vous voyez, en cohérence avec ce que je vous disais tout à l'heure, ce que j'ai acheté ici, eh bien, j'en ai revendu une partie. Déjà, je pensais en vendre plutôt par ici, à autour des 515-20. On a ouvert au-dessus, j'en ai sorti une partie là. Et maintenant, je vise, vous voyez, l'alerte qui est placée ici, c'est parce que j'ai mon ordre de vente qui est juste au-dessus. Donc j'ai une alerte à 603 parce que j'ai un ordre de vente à 607 ici pour jouer là. Et c'est pareil, c'est une société, je pense, garder un solde acheteur. Après, chacun va régler le curseur du solde acheteur. Peut-être que pour certains, ça sera 10%, 20%, 30%. Il ne faut pas non plus aller au-delà. L'idée, c'est quand même de se relaisser de la marge de manœuvre. On est sur des dossiers, il ne faut pas l'oublier, qui sont quand même assez volatiles. Là, les résultats ont été bien perçus, la valeur, elle a pris 15. Peut-être que lors du trimestre ou semestre prochain, ils seront un peu moins bien perçus et la valeur perdra 15. Et pour autant, est-ce qu'il y aura une remise en question de quoi que ce soit, une remise en question de l'activité, une remise en question des perspectives?
La réponse est bien évidemment non. Donc, on aura juste une réaction émotionnelle du marché. Quand vous regardez les perspectives, Intuitive Surgical, on est sur un chiffre d'affaires attendu en hausse permanente. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder les marges. Regardez les marges. Là, on est sur des marges nettes autour de 27%. À l'équilibre, on est sur des marges d'exploitation qui, elles, augmentent à autour de 36, 37, 38%. À ce niveau-là, on est presque sur des marges du luxe, hein, vous voyez. Donc, c'est quand même assez remarquable. Là, je vois, Gap est toujours comblé, achat sous 480. Ouais, mais ça, c'est des raisonnements. Moi, j'ai beaucoup de mal. Les gaps sont toujours comblés. Quand? En partant de combien? Oui, le marché horreur du vide, on entend ce genre de choses-là, mais c'est inexploitable. Peut-être qu'il sera comblé dans 3 ans. Et là, en effet, vous aurez raison en disant, ah ben oui, mais il a été comblé. Oui, mais on sera passé par combien entre-temps? Peut-être qu'on sera passé par 1000, je dis n'importe quoi, peut-être qu'on sera passé par 1000. Donc, il faut faire attention à ces phrases un petit peu toutes faites. Donc, moi, les gaps, j'accorde pas non plus une importance considérable à ça. Et dans l'idée de rentrer sur différents niveaux de prix, peut-être qu'on pourrait commencer. C'est sûr que moi, ayant acheté à 430, je suis plutôt tranquille. Je garde un solde. Si je n'en avais pas, peut-être que je commencerais à en acheter à 520. À coup sûr, j'en achèterais si on revenait en bas de la zone. Et puis, éventuellement, pourquoi pas un petit cran en dessous. Moi, j'aime bien scinder en trois mes entrées. J'aime bien scinder en trois mes sorties également. Je trouve que c'est un bon compromis. Ça permet sur une partie d'assurer, de faire un écart assez rapide en termes d'amplitude de mouvement, hein, d'aller chercher du 15, 20, 25%. Quand on investit, c'est quand même pour essayer d'aviser ça sur un bout de la position. Le deuxième bout, c'est peut-être pour faire du 50%, ou aller entre 30 et 50%. Et puis le solde advienne que pourra. Et si vous êtes sur la bonne thématique, sur la bonne valeur dans la bonne thématique, c'est peut-être quelque chose qui peut exploser. Ok. Eh ben écoute, on passe à la dernière. Il nous reste 10 minutes. Je Ouais. vais reprendre la main donc, sur l'écran. Donc, on va parler de First Solar. Donc, la troisième valeur donc pour 2026. Donc, là aussi, un leader dans son secteur que tu as Ouais. choisi. Donc, c'est le solaire. Alors là aussi, on peut l'acheter donc chez IG hein, sur le compte titre. Forte visibilité, marge élevée et une valorisation donc intéressante avec un PER de 11 en 2026. Là, c'est pareil, c'est raisonnement en entonnoir. C'est quand vous regardez un petit peu les infos à droite à gauche, l'IA consomme énormément d'énergie. Il y a un sujet au niveau de l'énergie et de l'intelligence artificielle, au niveau des data centers. Il y a besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Pour fournir de l'énergie, il y a plusieurs possibilités. Vous avez le solaire, dont on va parler ce soir, vous avez les centrales nucléaires, et vous avez des acteurs qui sont très présents, Constellation notamment aux États-Unis. Vous avez des acteurs dans l'hydroénergie, vous avez dans le gaz, le charbon, il y a plein de choses. Euh, on va dire le point commun à ces solutions-là, c'est qu'elles sont plutôt longues à mettre en place. Une centrale nucléaire, c'est 10-15 ans pour la mise en place. Euh, le gaz et le charbon, c'est plus court. C'est plus court, on est sur autour de 5 ans, me semble-t-il, mais on ne peut pas en mettre en place partout. Il n'y a pas du gaz Oui, et et du puis charbon partout. c'est moins mainstream aujourd'hui par rapport à justement réchauffement climatique, etc. Donc, ce sont des choses, je ne vais pas dire qui tentent à disparaître, mais en tout cas, ici au niveau occidental, c'est quand même moins bien perçu. Demain, on ouvre une centrale à charbon en France, je ne suis pas sûr que ce soit une super solution pour fournir Ah, de mais l'énergie. clairement. Et puis, ce qu'il faut signaler aussi, c'est que ces ressources-là, elles sont souvent dans des pays, comment dire, à risque entre guillemets. Le gaz, on le voit bien avec la Russie. Le charbon, bah, vous en avez en Chine. Donc, quand vous êtes, par exemple, vous êtes un acteur américain, on va dire que les sociétés tech sont très américaines. Vous n'avez pas envie d'être dépendant à la Russie, encore moins à la Chine, je pense. Donc, vous avez envie d'être complètement indépendant. Euh, et dans ce sens-là, bah, du soleil, vous en avez partout. Donc, on se dit, tiens, on a une solution simple, entre guillemets, à mettre en place, qui est le solaire. Et ça, vous
voyez, les data centers consomment déjà 4% de l'électricité nationale, donc aux États-Unis, et ce chiffre double tous les 18-24 mois. On double. Donc c'est gigantesque. Le nucléaire et le fossile sont indispensables, mais lents à construire pour absorber le choc immédiat. Et c'est ce qu'ont bien compris les Chinois. En Chine, en 5 ans, le solaire a triplé sa part dans la production totale d'électricité en Chine, en passant de 4% en 2020 à 12% en avril 2025. Et le China Electricity Council prévoit que la capacité installée atteindra 30% d'ici la fin de 2025. Donc on est passé de 4 en 2020 à 12 en avril 2025. Je n'ai pas eu de données plus récentes en avril 2025 pour atteindre 30% là rapidement. Donc on est sur une dynamique qui est extrêmement rapide. Et ouais, la Chine a ajouté plus de capacité solaire que le reste du monde réuni. Ça veut quand même dire quelque chose. Et donc dans cette bataille États-Unis-Chine, toujours pareil, les États-Unis vont s'y mettre. Et là, ce qui est très intéressant quand on analyse un petit peu l'historique de ce secteur-là, c'est qu'il y a eu une bulle. En 2020, il y a eu une bulle du solaire. Je vous montrerai le graphique de certaines valeurs ou d'un ETF en question, en l'occurrence. Il y a eu une bulle en 2020. Tout est allé trop vite, trop loin, à coup de subventions, de sociétés qui se sont développées à fond. Et ce n'était pas le moment. Il n'y avait pas encore une demande aussi Justement, importante. je te coupe, Mathieu. On a un commentaire, je ne sais pas si tu as vu dans le chat, hein, le cours est sensible aux politiques d'aide de l'État. Ouais, bien sûr, mais justement, ce qui va dans le sens de l'histoire, c'est que ça se développe. En 2020, il y a eu des aides, mais le marché n'était pas là. Généralement, quand il y a une bulle, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a un crack. Et il y a eu un crack sur le solaire, clairement. Vous prenez la période, on la verra ensemble, 2021, 2022, 2023, ça a été l'hécatombe. Plein de sociétés ont disparu, d'autres ont un peu changé d'activité, et vous avez des acteurs dans ce secteur-là qui se sont cassés la figure. On peut voir le graphe, Mathieu? Ouais, bien sûr. Je peux Tu vous fais montrer. du teasing, mais on veut voir le graphe. Allez, je partage tout de suite le graphe. Tac. Et par exemple, vous prenez donc cet ETF qui est le plus gros ETF au monde sur le solaire. Vous prenez qui englobe plein d'acteurs différents, des producteurs, des revendeurs, des panneaux solaires, des matières premières qui permettent de construire les panneaux solaires. Bon, vous avez un melting pot de plein de trucs dedans. Vous regardez cet ETF-là, on est passé donc en 2020 de 20 à 120, 130. Et puis derrière, effondrement, retour à la case départ. Là, ce que l'on remarque, c'est que ces derniers temps, vous avez donc on est un mouvement qui est violent. On a fait x2 en pas si longtemps que ça, depuis avril, mais on a un mouvement qui est beaucoup plus régulier. Ok, on n'est pas dans la violence qu'on avait ici où c'était très impressionnant. Là, on a plus un rouleau compresseur. Moi, je ne serais pas surpris, en tout cas, c'est le pari que je fais, je ne serais pas surpris que à horizon 5 ans, on revienne ici. Vous voyez, je ne vous dis pas là, je vous dis, je ne serais pas étonné qu'on revienne ici. Parce qu'il va y avoir plusieurs phases dans le développement du solaire. Il va y avoir le développement du solaire sur Terre, dans un premier temps, et vous allez avoir, dans un second temps, le développement du solaire dans l'espace. Donc, on peut très bien imaginer que, partant de là, on aille tranquillement peut-être chercher ces niveaux de prix-là. Ça va pas être un long fleuve tranquille, hein, attention, je m'attends à ce que ça soit heurté, qu'à un moment donné, on se pose des questions, tout ça. Mais ça semble inéluctable qu'à horizon 3-5 ans, qu'il y a un boom du solaire. Pour moi, en gros, c'est mathématique des prochaines années, c'est à mettre dans un portefeuille, à conserver, à mettre de côté. C'est pas pour faire du trading tous les jours, c'est à mettre en fond de portefeuille et à conserver, parce que je pense qu'il y a un gros potentiel à jouer là-dessus. En tout cas, je trouverais logique que. Et puis, vous avez donc dans ce secteur-là, raisonnement d'entonnoir, vous avez un secteur. Soit vous jouez via un ETF et vous avez celui-ci qui est pas mal, vous pouvez vous renseigner, Invesco Solar ETF. Sinon, vous prenez des sociétés.
vous prenez des sociétés comme First Solar. Alors, il y a des avantages et des inconvénients à jouer une société par rapport à un ETF. L'ETF, c'est vrai, est très élargi. Vous touchez à plein de sous-secteurs dans le secteur du solaire. La société, ben, vous allez chercher un acteur qui performe, mais le problème, c'est que vous avez le risque, entre guillemets, lié à la micro, à la société en elle-même, éventuellement des erreurs de gestion, des erreurs au niveau des investissements, ce genre de choses, ça peut arriver. Donc c'est vrai qu'il peut être pour certains peut-être plus rassurant de jouer un ETF plutôt que de jouer une société. En tout cas, si vous souhaitez jouer une société, First Solar est intéressante. Là, c'est pareil, on a des perspectives qui sont très intéressantes. Si vous regardez ce qui est attendu dans les prochaines années, vous avez, tout à l'heure, je vous montrais donc les marges et les perspectives intuitives. Regardons la même chose sur First Solar. Juste avant de présenter l'écran, Mathieu, donc il y avait une question sur l'ETF. Donc c'est Invesco Solar Energy. Et sachez qu'il est disponible dans l'offre compte titre si vous souhaitez investir dessus. Et de la même manière, vous pouvez là aussi le mettre en portefeuille et le décimaliser ou le fractionner. Quand vous regardez les projections donc de chiffre d'affaires et de marge, le meilleur reste à venir. On est actuellement 2025, des marges nettes autour de 30, marge nette attendue pour 2026, 40, marge nette attendue pour 2027, 43. Là, c'est pareil, vous voyez, on est sur des marges qui sont très importantes et c'est ça qui est rassurant aussi quand on analyse et quand on s'intéresse à une société. Il faut qu'il y ait des marges qui soient fortes, parce que si jamais il y a un ralentissement à un moment donné, vous voyez, quand vous êtes tendu, on le voit, notamment dans le secteur de l'automobile, où généralement les marges sont assez faibles et il faut faire du volume. Et quand le volume n'est plus là, ça pose problème. Quand vous êtes à une société qui réalise des marges importantes, bon, quand il y a un ralentissement de l'activité, ça se vit un petit peu mieux. Alors pour terminer, Mathieu, donc on retient 3 secteurs. Donc le secteur, alors pas vraiment automobile, mais en tout cas un leader dans son secteur qui est Tesla. La deuxième société, donc leader dans le secteur MedTech avec Ouais, Intuitive Surgical. Et la dernière, dans le solaire, donc ouais. First Solar. Alors bien sûr, il y en a d'autres, des sociétés qui tournent autour de ces différentes thématiques. Je vais te laisser le mot de la fin sur 2026. Comment tu attends? Alors je sais que tu attends aussi de ton côté un petit peu l'annonce de Powell ce soir, 20h. Justement. Je me doute que tu as un œil aussi du côté des États-Unis là actuellement. Exactement. Donc, je découvre en même temps que vous. Là, j'ai mis mon terminal d'information. Et ça clignote parce que les informations sont mises à jour en temps réel. Donc, Donc, pas de surprise. je te propose voilà, le mot de la fin avec l'annonce de Powell, enfin, en tout cas, l'annonce sur les taux ce soir. Et puis, ce que tu penses de 2026. Ouais, donc commençons par ce qui a été annoncé par Powell. Donc, vous l'avez ici. Baisse de taux de 25 points de base. Euh, Résumé de projection économique. Bon, tout ça, allez, on l'analysera. Après, une baisse de 25 points de base en 2026. Donc, on est en ce qui concerne les prévisions. Les marchés réagissent assez peu en définitive. Je vois le SP500 6855, c'est vraiment le niveau médian de la journée. Donc, il n'y a pas vraiment de surprise. Ce qui va être intéressant, ce sont les dot plots, les projections qui sont faites, même si ça va être à relativiser dans la mesure où le mandat de Jérôme Powell va s'arrêter en avril ou mai, je ne sais plus exactement. Mm. Donc, on peut très bien faire des prévisions sur l'année, mais en avril-mai, les cartes vont être rebattues parce que il est probable, et justement, pour 2026, il est probable qu'on ait une politique monétaire accommodante, ce que les marchés apprécient. De tout ce que j'ai pu lire en macro, et je parle de macro de qualité, euh, c'est que les perspectives pour 2026 sont intéressantes. On pourrait avoir une petite rotation un peu sectorielle parce que bon, faut pas non plus imaginer que les techs vont monter non-stop comme c'est le cas depuis quelques temps. Faut s'attendre peut-être à un petit peu plus de volatilité, s'attendre et espérer. Moi, j'espère un peu plus de volatilité que ce qu'on a eu quand même cette année parce que hormis le phénomène des droits de douane au mois d'avril qui ont vraiment secoué, et là c'était très violent. Le reste de l'année, vous prenez le CAC 40, on évolue entre les mêmes bornes depuis le mois de mai. Le DAX, c'est un peu pareil. Bon, les US, la donne est un petit peu différente avec une nouvelle fois une surperformance des marchés américains. Même si, par exemple, quand on analyse le CAC,
c'est toujours pareil. Il faut analyser il faut comparer ce qui est comparable. Le CAC, il faut penser que les dividendes sont détachés. Donc, si on veut comparer aux petits copains, vous prenez le CAC GR et la performance, elle est tout à fait honorable. Hein, depuis le début de l'année sur le CAC, vous regardez ici, on est sur une performance de 12 ou 13%. Alors oui, c'est pas les 20-25 qu'on a aux États-Unis ou en Allemagne, mais bon, ça reste correct. Donc 2026, moi, sauf évidemment phénomène exogène au marché qui viendrait perturber tout ça, on va dire qu'à toute chose égale par ailleurs, moi je suis assez confiant sur 2026. Donc je vais continuer à rester investi sur des actifs à risque comme les actions. Sur les niveaux de prix actuels, j'accumule du Bitcoin. Là, il y a 92 000 et quelques, donc j'accumule du Bitcoin. Pour l'instant, ça ne donne pas grand-chose. Je ne vais pas acheter forcément plus bas non plus. J'en ai depuis des années. Je profite de repli pour continuer. Je suis assez positif là-dessus. Je pense qu'il va falloir être assez sélectif sur les valeurs parce que tous ne vont pas profiter pleinement de l'IA. Il y a certaines sociétés qui vont morfler. Donc, il faut être assez sélectif dans ce que l'on fait. Ne pas succomber au FOMO non plus, comme on le disait tout à l'heure, à voir une société s'envoler, puis y aller un peu les yeux fermés en se disant, mais de toute façon, il n'y a qu'une seule issue, ça ne peut que monter. Non, c'est là où je pense que justement, il faut bien choisir ses chevaux. Euh, et puis, il faut se remettre en question. D'un point de vue personnel, il faut se remettre en question. Il faut confronter son avis avec des spécialistes aussi, sans forcément se dire que le spécialiste, hein, c'est beaucoup plus que vous, qu'il a la science infuse, c'est pas ça. C'est comparer, être ouvert d'esprit, ouvert dans le débat, pas rester cantonné dans son truc, en se disant oh, Tesla c'est de la merde, leurs voitures elles sont pourries. Bon, ça franchement ça sert à rien, c'est pas des raisonnements qui font avancer. Ce qui fait avancer, c'est qu'est-ce que fait Tesla déjà? C'est réfléchir à ce que réellement fait Tesla, et ce ne sont pas que des voitures, on l'a vu ce soir. Alors justement, et vraiment en 30 secondes, une question qui est revenue 2 fois, donc une question de Philippe. Désolé Philippe, hein, j'avais zappé votre question. C'est comment valorisez-vous l'impact du package de 1000 milliards de dollars de Musk? Est-ce que derrière, il y a un Ouais, vrai mais impact sur le cours? En 30 secondes, hein. alors, ouais, mais dans le package, il y a quand même des. Alors, je l'ai survolé, mais il me semble qu'il y a quand même des règles. C'est pas on te fait un chèque en blanc comme ça et il y a quand même, il faut que l'action ait atteint telle capitalisation. Il y a quand même certaines choses. Évidemment, on est dans la démesure. Évidemment, c'est un peu n'importe quoi. Euh, Franchement, je pense pas grand-chose, mais s'il touche le pactole, c'est que le cours a explosé. Donc, moi, s'il se prend son énorme chèque et que la valeur, elle est plus à 400, elle est à 3000, franchement, je m'en fous. C'est un peu ça le raisonnement. Eh ben, Ouais, écoute, 8 milliards, c'est ça, c'est 8000 milliards de capi. Ouais, c'est peut-être ça. Donc, c'est pas non plus, on lui fait un chèque comme ça, il y a des résultats derrière. eh ben, écoute, on va terminer là-dessus, Mathieu. En tout cas, merci beaucoup pour ton analyse éclairée et appuyée et argumentée surtout sur les 3 valeurs que on a vues ce soir. Bien sûr, je vous invite également à vous faire votre propre avis, mais en tout cas, c'était Bien très sûr. intéressant. Merci pardon, à toutes et à tous d'avoir participé, d'avoir également réagi dans le chat, d'avoir posé vos questions. Je rappelle que vous pouvez retrouver Mathieu également sur son site web, donc www.galileo-trading.com. Et également, on peut te suivre sur le Circle. Hein, c'est le QR code qui était présent au début de la présentation. Cette présentation, elle sera en replay donc dès demain sur la chaîne YouTube d'IG. Je vous la partagerai également au travers des différents réseaux. Et puis, de la même manière, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez encore, pardon, au travers de cette vidéo YouTube dans les commentaires. J'y répondrai ou je passerai également les questions à Mathieu. Et si, Mathieu, on se retrouve. et Oui, si vous avez des, excusez-moi de te couper, et si vous avez des idées de sujets ou de thèmes que vous souhaitez qu'on aborde lors des prochaines sessions, n'hésitez pas. exactement. Justement, j'allais en parler. On te retrouve en 2026 pour d'autres sujets, que ce soit sur l'actualité ou également sur l'analyse technique, mais aussi, comme là on l'a vu ce soir, avec un mix des deux, entre de l'analyse technique et du fondamental. En tout cas, Parfait. merci. À bientôt. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. N'hésitez pas là aussi à vous inscrire sur le prochain webinaire, 19h mercredi, sur les secrets des perdants. Vous verrez, c'est un sujet très, très intéressant. À bientôt. Au Merci revoir. beaucoup. Salut Bonne Mathieu. soirée. Salut Christophe. Et bon match. Oui, merci.